Ça tourne. Salut tout le monde, aujourd'hui nouveau format, je vais vous faire un petit ensemble d'exercices avec une certaine logique qui explique justement la logique mathématique. Et si le format vous plaît, vous me le dites en commentaire et j'en ferai d'autres du même style. Beaucoup de la sup et de la logique au début d'année, c'est du décryptage d'écriture mathématique. Donc là on vous demande de démontrer un truc, qui en fait doit pas être très compliqué, mais l'idée c'est de savoir bien comment poser les choses. Donc si vous êtes déjà super en avance sur la sup et vous trouvez tout facile, vous allez peut-être pas trouver ça marrant, mais je pense que c'est important pour les gens aussi qui débutent leur sup, qui n'ont jamais trop vu ça. L'important ça va être de comprendre bien ce que veulent dire les symboles, et ensuite d'aller petit à petit essayer de décomposer dans sa tête les étapes et de les écrire. Le grand danger qui vous guette, c'est qu'en fait il y a des étapes qui vont être évidentes entre guillemets à vos yeux. Vous allez vous dire c'est facile, et si c'est trop facile et évident, bah vous n'allez pas l'écrire. Le but c'est de savoir quand même tout écrire et de se rendre compte de ce qu'il faut écrire. Alors le chapeau au milieu, c'est pour des ensembles, ça serait un inter. Non, ça pourrait être un PGCD en effet, mais c'est pas ça, c'est genre, si vous avez A inter B, ça veut dire l'ensemble, les éléments des deux ensembles. Chapeau comme ça veut dire proposition ici et proposition là. Donc ça veut dire et. Je vous cache pas que moi, quand j'ai vu ce TD que j'ai fait avec mon élève de cours particulier, quand j'ai vu ce TD, je me suis dit que j'aurais plutôt écrit ça, comme les ensembles. Là, le prof a l'air de faire une distinction qui est plutôt bonne, qui est oui, il y a A inter B, puis il y a proposition 1 et proposition 2. Donc voilà, ça joue le rôle de... Moi, je l'aurais écrit comme ça, en fait, si vous voulez. Et puis, il y aurait un petit comme ça dans l'autre sens pour dire où. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a deux propositions, soit la première à gauche, qui est « il existe un entier naturel tel que A égale NB », ok, et il existe un entier naturel tel que B égale NA. Montrer que ça implique que A égale B. Le premier truc qu'il faut comprendre, c'est que ces deux propositions sont complètement indépendantes. Elles sont séparées, donc en fait, il existe un entier N, il existe un entier N. Première erreur, croire que c'est le même. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même, c'est juste l'idée qu'il y a un entier entre les deux. Donc si vous voulez, si je prends la traduction, pour montrer tout ça, je prends la traduction de... Je vais appeler ça 1 et 2. Je traduis 1. Enfin, je vais écrire 1 plutôt, je vais le réécrire. Je vais dire, bon, bah, il existe N appartient à grand N, que A égale NB. Et quand je vais traduire 2, je vais écrire, il existe N' ou grand M, ou petit m, ou ce que vous voulez, tel que B égale N' A. Pourquoi? Parce que quand j'écris comme ça, moi, mes traductions, il faut surtout pas que, donc je prends ces deux choses-là à la fois, il faut surtout pas que j'aille chercher le même N, ça serait une erreur. Il existe un entier, ça qu'on dit ici, ne doit pas se traduire ici avec une égalité avec le même N. Ça peut être le même N, mais il n'y a pas de raison nécessaire. Et donc une fois que j'ai ça, je vais essayer de mettre ensemble les éléments et voir ce que ça peut donner. Donc je vais faire une application, avec une application que j'ai envie d'avoir. Je vais prendre par exemple la deuxième égalité, je vais dire que c'est égal à B égale N' A, et je vais mettre la valeur de A là-dedans, égale N', NB. Bon, juste rappel, moi j'ai vu que A et B étaient des réels non nuls, c'est juste un petit rappel pour tout à l'heure. Ça implique quoi? Bah ça implique que B, facteur de, je mets tout du même côté, 1 moins N' égale à 0. Ça implique, comme on sait que B est différent de 0, que N' égale 1. Or, N étant des entiers naturels, bah, un produit d'entiers naturels qui vaut 1 nécessairement, N égale N' égale 1, qui implique A égale B. Voilà, le petit raisonnement va tout seul à la base, mais voilà. L'idée c'est juste qu'il faut bien aller doucement et aller tranquille quoi. Donc vous voyez l'idée c'est juste on traduit le truc. L'erreur, le truc dans lequel vous pouvez tomber vraiment, c'est de penser que c'est le même N. Là vous avez N', vous l'écrivez bien, puis vous faites des petites règles de calcul. On factorise bien sans se tromper. Je vous assure que faire ça, pour l'expérience que j'ai de tous les élèves de sup, de début de sup que j'ai pu avoir en cours particulier face à moi, faire ça proprement, sans erreur de rédaction, sans erreur de raisonnement, c'est pas si simple. Bien écrire, ok, on a une équation produit nulle, or on sait que B est non nul, donc forcément c'est celui-là, etc. Faire ça sans se planter, c'est pas si évident. Il n'y a pas de honte à se tromper, en tout cas voilà, ça vaut le coup de le faire bien. Alors la première phrase est-elle vraie ou fausse? Il existe un réel non nul, tel que, pour tout réel non nul Y, pour tout réel non nul Z, Z moins XY égale 0. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Essayez de voir, on va commencer un peu à écrire. Donc il existe X appartient à R étoile. Donc ok, je vais le poser hein, déjà quand on me dit ça. S'il existe X, ok, j'ai un X fixe. Tel que quel que soit Y, quel que soit Z, tout ça non nul.
z moins xy égale à 0. Bah, si je retravaille un petit peu, je peux écrire avec l'écriture qui est là. On va essayer de trouver une absurdité si vous voulez pour montrer que c'est faux. Et puis si on n'arrive pas à trouver d'absurdité, on va essayer de montrer que c'est vrai. Bon, c'est plutôt comme ça que je le ferai. C'est toujours plus simple de montrer que quelque chose est faux avec un contre-exemple. Si on trouve pas de contre-exemple, alors on s'embête à montrer que c'est vrai. Et voilà. Alors, vous avez été quoi, une quinzaine à voter? C'est pas beaucoup 15, vous êtes au moins 40 là. Et bon voilà. Donc en gros, je peux réécrire vu que tout est non nul, ça comme ça. X égale z sur y. Et moi j'aimerais qu'il existe un x. Imaginons qu'il existe tel que pour tous les y et z. Alors ça c'est vrai. Bon en fait, on voit tout de suite que c'est faux. Il suffit de prendre z égale 2, y égale 1. Donc ça veut dire que j'aurai égale 2 sur 1, vu que ça doit être vrai pour tout y et z non nul, égale 1 sur 2. Donc c'est faux, contradiction. Donc dans la deuxième, on vous dit, quel que soit y, un réel non nul, il existe un x, en fait on va jouer sur les quantificateurs, hein. Il existe un x tel que, quel que soit z, l'expression ici. Donc qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer de la traduire à nous, hein, quand on voit ça. Quel que soit y, ok, donc on va dire, hop, ça c'était là pour la 1, pour la petite 2, quel que soit y. Tiens, tu sais quoi, dès que je vois ça, j'ai envie de prendre, tiens, prenons y qui est le 2 pour voir. Il existe un x, ok, tel que quel que soit z, z égale xy, en gros. Ok. Donc z moins xy égale 0. On va voir. Donc imaginons que j'ai y égale 2. Je veux qu'il existe un x, donc x je vais le laisser fixer, tel que z égale, tel que quel que soit z, on a z égale 2x. Donc je prends y égale 2. Est-ce qu'il va exister un x, tel que pour tous les z, z égale 2x? C'est-à-dire que x est fixé. Il existe un x, donc c'est-à-dire que ce x doit être fixé, c'est le même pour tous, et je dois avoir 2x qui est égal pour tous les z. Bah 2x doit être égal à 0, et doit être égal à 1, par exemple. Bon, bah donc c'est faux. En gros, l'idée c'était ça. Donc toujours essayer de comprendre ce que ça veut dire bien en français, donc je reviens sur la 2 pendant que vous réfléchissez à la 3. Sur la 2, c'est ça. Pour tout y, donc tiens, j'en fixe 1 pour voir ce que ça veut dire. Il existe un x tel que pour tout z, z égale x fois y, donc 2x, avec un x fixé. Il existe un x, ça le fixe complètement, et je veux que ça soit vrai, je veux que 2x, je veux que 2x soit égal à tous les réels. Bon, c'est pas possible. Donc la petite 3. La petite 3, c'est encore une variante. Hop, alors on a quoi? Quel que soit y, quel que soit z, donc pour tout y, pour tout z, il existe un x tel que. Bah ça, on peut regarder. Si on écrit ça comme ça, donc tout est non nul, donc encore une fois, je me prends pas la tête. Pour tout x, enfin, pour tout y, pour tout z, il existe un x. Bah donc ça veut dire quoi ce truc-là? C'est-à-dire z sur y égale x. Est-ce que c'est vrai que pour n'importe quel z et y, je peux dire qu'il existe un x tel que x soit égal à z sur y? Bah en fait oui, c'est vrai. C'est vrai parce que bah, il suffit que je prenne x égale z sur y. Donc pour tout y et z, est-ce que c'est possible qu'il existe un x tel que x soit égal au rapport des deux? Bah oui, il n'y a aucun problème avec ça. Il suffit de prendre x égale z sur y. Donc en soi, pas trop compliqué, mais voilà, toujours pareil, hein, ce qui est compliqué, c'est de bien ne pas s'embrouiller en contre toutes les possibilités de sens qu'il y a entre les différents quantificateurs. La 4, vous en pensez quoi? C'est pas très compliqué, j'espère qu'il y a des gens qui... Les lycéens, là, même si vous galérez avec les existe et quel que soit, si vous êtes là, s'il y a quelques lycéens dans l'audience, vous êtes une petite cinquantaine, n'hésitez pas à faire péter les likes. Hein. Bon, normalement, c'est pas très dur. Il existe un x tel que sinus x égale x. Est-ce que ça, c'est vrai? Une manière, c'est... Bon, soit vous le voyez tout de suite, soit vous avez le graphe en tête. Le plus simple, c'est de penser, en fait, à une valeur. En l'occurrence, il va y en avoir qu'une seule de valeur. Et ça va être 0. Comme sin de 0 égale 0. C'est vrai, il en existe au moins un. Et en l'occurrence, pour la fonction sinus, si vous voulez un peu de détail, hein, j'en parle pendant que vous cherchez la question 5, la fonction sinus, elle se trace comme ça. Hop, de chaque côté. Sa tangente en 0, c'est y égale x. Donc en fait, on pourrait même dire que, vu que ça c'est y égale x, ça c'est sinus, sinus x égale la fonction x que en un seul point. Donc c'est en 0 et en fait il est unique. La petite 5, qu'est-ce que vous pensez de la petite 5? Bah, la petite 5, alors vous êtes 90% à me dire que c'est vrai, et pour le coup la majorité a raison.
Pourquoi? Parce que x2 plus 2, c'est super ou égal, vu que x carré est positif, à 0 plus 2, qui est super strict à 0. Donc a fortiori, si on est super strict à 0, on est différent de 0. Donc ça, ça roule bien. Vous allez avoir la proposition 6, qui est une petite nuance. Ça va vous rappeler des souvenirs de la terme. Proposition 6, c'est quasiment la même. Donc on avait x2 plus 2 pour quel que soit x réel. Ok. Donc en gros, je vous ai dit un truc comme ça correspond au graphique, si vous voulez, hop, de la fonction aussi qui passe par 2 et qui est toujours au-dessus de l'axe des x. Et ensuite, on a la petite 6 qui lui change un peu de domaine, on n'est plus dans les réels, on est dans les complexes. Donc qu'est-ce que ça va changer? C'est des nombres complexes, donc en fait, quand on a des nombres complexes, en effet, si on prend x2 égale moins 2, moins 1 c'est i carré, donc ça fait égal 2i carré, et c'est racine de 2 i au carré. Donc il y a des solutions plus ou moins racine de 2 i qui existent. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Et ça, c'est faux. Donc là, c'est pas de la logique, c'est de la négation. Donc c'est comment traduire le contraire d'une phrase mathématique. C'est pas trop compliqué, mais c'est vachement important de savoir le faire bien. Donc vous en avez 3. La première, normalement, la vue compliquée. Encore une fois, que vous soyez au lycée, on ferait pas ça, normalement vous êtes censé savoir faire. Quel est le contraire de être compris entre moins 1 et 1, strict, pas strict, pour un réel? On vous dit, ça suffit de tracer la droite si vous n'êtes pas trop sûr de vous. Moins 3 est là, hop, exclu. 1 est là, inclus. Qu'est-ce que c'est ne pas être dans cet intervalle? Tout bêtement, je vais mettre en vert la bonne réponse, c'est être dans le reste. Et donc, si on traduit ça mathématiquement, c'est juste x appartient à moins l'infini, moins 3 inclus, union, 1 exclu, plus l'infini. Voilà. Donc ça, c'est tranquille. Petit 2, xy égale 0. Quel est le contraire du produit xy égale 0? Parce que ça, c'est compliqué. Normalement, si vous réfléchissez, peut-être une petite étape intermédiaire, il ne faut pas se tromper. Hein. Xy égale 0. Si et seulement si. En fait, là, tout le jeu, c'est une question de et ou. Le truc qu'on a vu tout à l'heure avec, vous savez, le symbole vers le haut ou vers le bas. Donc, et ou, ici, c'était x est à la fois plus grand que moins 3, plus petit que 1, donc il est... Le contraire, c'est plus, il est soit, donc ou plus petit que moins 3, ou bien plus grand que 1. Et ici, xy égale 0, en fait, c'est x égale 0, ou y égale 0. On n'a pas besoin, il n'y a pas un et ici. L'erreur serait de mettre un et de dire, bah oui, il faut que les deux soient nuls. Non, il suffit qu'un des deux soit nul pour que ça fonctionne. Et donc le contraire de ça, donc contraire, hop, enfin la réponse à l'exercice, c'est x égale, c'est x différent de 0, xy est nul, et y différent de 0. Le contraire de x égale 0 ou y égale 0, c'est les propositions contraires avec un et, x différent, et y différent. Voilà, encore une fois, il ne faut pas se gourer entre les ou et les et, donc c'est assez important. La petite 3, elle dit x carré égale 1 implique x égale 1. Et là, on vous dit, en fait, ce qu'on veut, c'est la négation de ça. Qu'est-ce que c'est que la négation de ce truc? X carré égale 1 implique x égale 1, on peut traduire ça par x carré égale 1 et x égale moins 1. Ça, c'est bien le contraire, parce que dans ce cas, on a bien x carré égale 1 qui n'implique pas x égale 1. Voilà. Tout bête. Mais c'est important de savoir le faire. C'est des trucs qui ont l'air tout bêtes. Alors peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ça l'est, mais pour ceux qui sentent que c'est pas sûr, entraînez-vous à faire des trucs comme ça. On veut vous le faire au début de l'année, vous le verrez plus après, on veut que ce soit acquis une bonne fois pour toutes. Entraînez-vous vraiment bien si vous n'êtes pas chaud. C'est important ces trucs de logique, ces trucs de pas se tromper dans les quantificateurs, parce que c'est un langage en fait qu'on veut être sûr que vous maîtrisiez. Il n'y aura plus vraiment de tolérance et de patience pour des erreurs là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment important comme étape. Dans celle-ci, en fait, l'astuce, ça va être de bien traduire dans votre tête en français et de comprendre si la phrase logique a du sens ou pas. Donc l'exercice vous dit, soit f une application de R dans R,
Donnez la signification des phrases 1 à 6 en français. En gros, on attend des énoncés sans X et Y, ça veut dire, dites-le en français au maximum. Comprenez, traduisez, transformez ces phrases dans votre tête en mots, etc. et essayez de voir ce que ça veut dire. Enfin, en plus, parmi ces phrases, lesquelles sont des tautologies, des antilogies, et lesquelles ne le sont pas. Alors, ce qu'on appelle une tautologie, tout bêtement, c'est quelque chose qui est vrai tout le temps et qui ne nécessite pas, en gros, enfin, ça va être une phrase qui va être écrite de manière assez alambiquée, mais qui est juste vraie dans tous les cas, donc il ne servait pas à grand chose d'écrire la phrase en gros. Une tautologie, c'est quelque chose qui n'est pas très utile parce qu'il y a une vérité plus grande ailleurs, dans la logique où vous les mettre, qui fait que la phrase n'a pas trop d'intérêt. Une antilogie, c'est juste quelque chose qui est toujours faux. Voilà. Donc par exemple, premier exemple, il existe un réel y tel que, pour tout x, f de x plus petit y. Donc ça, on comprend qu'on a une fonction comme ça, et elle dépasse jamais une valeur y. Vous êtes beaucoup dans le chat à l'avoir dit. Ça, c'est la définition d'être majoré. Donc en français, sans x et y, ça devient f est majoré. Est-ce que c'est une tautologie? Une tautologie, ça voudrait dire que ça n'a aucun intérêt de parler de ça. Bah, ce n'est pas une tautologie parce que il existe des fonctions majorées, mais il existe aussi des fonctions non majorées. Donc par exemple, je sais pas, l'exponentielle n'est pas majorée, le sinus est majoré. Donc une tautologie, ça serait d'avoir quelque chose qui est f est soit majoré, soit non majoré. Bah ça, ok, c'est juste vrai. Là, ce n'est pas quelque chose d'inutile parce qu'il existe des divers cas, donc voilà. Petit 2. Si vous analysez pardon, le petit 2, qu'est-ce que ça vous dit? Alors on va l'étudier un petit peu. Hop, vous savez quoi, je vais aussi préparer. Hop, voilà, là on est bon, vous avez le truc qui est publié. Quel que soit x, donc on voit pour tout x réel, il va exister un y tel que f de x est plus petit que y. Donc là on a juste joué un peu avec les x, les y, la position des différents quantificateurs pour dire autre chose. Donc qu'est-ce qu'on dit vraiment? Pour tout x, il existe un y tel que f de x est plus petit ou égal à y. Et en fait, f de x, c'est quoi? F de x, c'est une application de R dans R. F de x, c'est un réel. Et on vous dit, pour tout x, donc f de x, ce réel, il va exister un y, un autre réel qui est plus grand. Donc si je continue à traduire en français de plus en plus, voilà, quand il y a un nombre, bon, pour tout x, donc il y a un nombre réel, bah en fait, il existe un nombre réel plus gros. Ok. Bah ça, ok, oui, tout réel, un nombre réel plus gros, bah, vous savez quoi, il suffit de prendre y égale f de x plus 1 et c'est réglé. Donc en fait ça c'est totalement une tautologie. Excellent, bravo le chat, hein. C'est une tautologie, c'est-à-dire bah c'est une vérité, oui, enfin c'est une phrase bien complexe pour juste en fait revenir à une vérité basique qui est bah, tout nombre réel à la droite des réels est infini, donc tout nombre réel a un nombre qui est plus grand que lui. Le petit 3 c'est ça, donc pour tout y réel, je vous laisse un peu réfléchir mais je commence à voir avec vous, quel que soit y, donc pour n'importe quel y imaginable, il va exister un x tel que y s'écrit f de x. Donc pour tous les réels possibles et imaginables, eh ben on peut trouver un x tel que ce réel s'écrit comme une image d'un réel par f. Est-ce que ça a du sens? Normalement, après une semaine ou deux de sup, vous devriez savoir ce que ça veut dire. Pour des gens en termes, bah... En fait, vous connaissez peut-être pas le mot, mais vous avez sûrement des exemples de ça. On dit, en fait, si je prends par exemple la fonction, je sais pas, logarithme, et je prends l'axe OY, donc l'axe OY va représenter mon axe des réels Y, pour n'importe quel Y, il va exister un X tel que Y peut s'écrire comme f de X. Bah en fait, c'est vrai. Ce Y, par exemple, peut s'écrire comme le log, ça c'est la fonction ln par exemple, comme le ln de ce réel-là. Et en fait, ça, c'est un nom. Ça, en fait, c'est une fonction qui est surjective. C'est-à-dire, en fait, l'ensemble de tout l'espace d'arrivée, donc tout f va de R dans R, tout R ensemble d'arrivée est atteint. C'est-à-dire que n'importe quel... Enfin, comment dire? L'ensemble des images de f parcourt complètement R. Donc l'ensemble d'arrivée peut être atteint tout le temps par une valeur, par une image... par l'image d'un antécédent par f. Ça s'appelle être surjective. En français, sans x et y. Est-ce que c'est une tautologie? Bah non, parce qu'il existe des fonctions surjectives, ok, le log, mais il existe aussi des fonctions non surjectives.
Par exemple, je sais pas, on pourrait dire la fonction f qui a x associe x carré qui va de R dans R. Bah on n'atteint pas tout R, regardez, sur l'axe des y, il y a toute la moitié négative qui est jamais atteinte. Donc comme il existe des fonctions surjectives et non surjectives, ce n'est pas une tautologie. Alors la petite 4, testez-vous avec la 4 maintenant. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont plantés sur la 3, donc c'est-à-dire que c'est pas si évident que ça quand même. J'espère que mes explications sont claires. Hein. Dites-moi si vous avez des questions, parce que c'est pas tous ces trucs-là sont pas spécialement évidents en soi. Hop. Et vous voyez qu'en gros, il y a tout un travail à faire, et vous prenez votre temps sans honte, hein, pas besoin de... Je pense qu'il faut être sans honte et écrire bien sur son cahier, écrire au brouillon tous les trucs. Il faut se rendre ça intelligible et le penser en français. Le penser en français, j'entends, avec des mots, avec des trucs plus simples que ces écritures un peu moches, quoi. Et donc typiquement, la 4, on vous dit quoi? Il existe un x tel que, pour tous les réels y, et ben f de x égale y. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il va exister un x, disons, hop, je vais l'appeler 2 exprès, tel que pour tous les y, quel que soit y appartient à R, f de 2 égale y. Bon, ça c'est un peu particulier, hein. C'est-à-dire que, ok, il existe un x, disons 2 pour l'exemple, tel que à chaque fois que je prends n'importe quel réel, f de 2 est égal à ce réel. Donc f de 2 c'est égal à 5, f de 2 c'est égal à 8, f de 2 c'est égal à moins pi sur 4. Bon, bah, vous voyez le problème, hein, c'est-à-dire que, ok, bah, c'est-à-dire que f de 2 c'est égal à la fois à 0 et aussi à moins pi sur 8. Or 0 n'est pas égal à moins pi sur 8, c'est complètement faux. Donc c'est absurde en gros, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que f est une application, en fait. Une application, bah, ça donne une image unique à un antécédent. L'antécédent se fait envoyer sur un objet. Il se fait pas envoyer sur deux objets, et a fortiori pas non plus sur une infinité, ça n'a pas de sens. Donc ça en fait ça n'a aucun sens, c'est une antilogie. Faites gaffe, je pense que, bah voilà, si vous êtes planté, c'est peut-être que vous avez mal traduit, donc bon là il y a tout un travail de traduction en français à faire, qui est un peu intéressant, essayer de se rendre compte, donc quitter ce monde de l'écriture un peu moche, avec tous ces quantificateurs et tout, et essayer de mettre les mots dessus, genre attends, il existe un x, ok, non je l'appelle 2, ouais je prends pas la tête, et j'essaie de voir. Voilà. Petit 5. Petit 5, qu'est-ce qu'on en pense? Petit 5, si je traduis, encore une fois, votez les gens. Hein. Vous êtes plus de 50 à voter, n'hésitez pas. Enfin, à être présent, donc n'hésitez pas à y aller et essayer. Petit 5, il existe un y tel que, quel que soit x, f de x égale y. Alors là, c'est peut-être plus intéressant déjà. Il existe un y, donc disons 3, tel que, quel que soit x, f de x égale 3. Ok, ça je comprends. Toutes les valeurs de la fonction, c'est 3. Donc ça s'écrit. F est constante. Hop, si je traduis, sans x, y. C'est ce que je mets entre guillemets partout là. On avait f est majoré, on a eu f est surjective, là on a f est constante. Donc est-ce que c'est une tautologie? Ben non, parce que c'est pas évident, c'est pas une évidence qui s'applique de fait que f soit constante. Il existe des fonctions non constantes, donc voilà, c'est pas une évidence. Est-ce que c'est une antilogie? Ben non, parce qu'une fonction constante ça existe, donc c'est pas absurde non plus. La petite 6 c'est quoi? Pour tout réel x, ok, il existe un y, tel que f de x égale y. Quel que soit x, donc je prends n'importe quel réel, donc disons 2, et bien il va exister un réel, tel que f de 2, et bien ça soit ce réel. Ok. Alors vous comprenez ou pas? L'idée c'est de dire, bon bah pour tout réel, f de x c'est un réel. Ok, oui, en effet, ce y qui existe, bah, c'est f de x. Et en fait, c'est complètement redondant avec le fait que f, bon bah ce soit une fonction à valeur dans R. Donc ça, c'est une totale tautologie. Tautologie. Oups. En rouge. Pâle. Voilà, on a fini pour cet exercice de logique.